Partons pour un voyage dans le temps. Nous survolons le Moyen-Âge, les premières civilisations humaines, les ancêtres des premiers humains, les dinosaures, les premiers animaux terrestres, les anciennes créatures marines, et ainsi de suite jusqu'au tout début des temps. Et la voilà, cette nébuleuse est notre futur système solaire. Pour l'instant, ce n'est qu'un nuage de poussière multicolore, composé d'hydrogène et d'hélium qui tourne sur lui-même. Ce nuage a commencé à rétrécir et à devenir plus dense. Il existe une théorie selon laquelle il y aurait eu des explosions de supernovas près de notre nébuleuse. Leurs ondes de choc ont pressé la nébuleuse de différents côtés, jusqu'à ce que le centre du nuage devienne trop lourd. L'énorme poids l'a comprimé, et des réactions nucléaires en chaîne ont commencé au centre même de ce nuage. Cela a chauffé le nuage et l'a fait briller. Bientôt, il s'est transformé en une sphère dense, et c'est ainsi que notre Soleil est né. Cela s'est passé il y a environ 4,5 milliards d'années. Notre planète n'existe pas encore. Il n'y a qu'un disque de poussière et de débris spatiaux en orbite autour du jeune Soleil. Ces débris fusionnent progressivement et deviennent de plus en plus lourds. Observons le centre même de cette pile d'astéroïdes. Le poids total des débris comprime tellement la région centrale qu'un noyau métallique dense s'y forme. L'énorme pression chauffe le noyau et la température au centre de la jeune Terre atteint près de 6000 degrés. Et il y a un noyau liquide autour du noyau solide. Cela crée le champ magnétique de notre planète. Maintenant, lorsque les radiations du Soleil et du vent solaire atteignent la Terre, elles se fracassent contre le bouclier que forme notre champ magnétique. Jusqu'à présent, notre planète ne cesse de brûler et ressemble plutôt à une boule de lave. Mais elle commence à se refroidir, formant une croûte solide. À ce moment-là, une autre protoplanète apparaît à l'horizon. Elle ressemble plutôt à un astéroïde de la taille de Mars. Et ce débris massif vole vers nous. Il frappe la jeune Terre à un angle tel qu'il décroche une partie de notre planète. Le débris se brise en plusieurs morceaux et s'arrête dans notre orbite. Après un certain temps, tous ces débris se rassemblent pour former la Lune. À la suite de cette collision, la Terre se met à tourner trop vite. Une journée dure alors environ 5 heures, au lieu des 24 habituelles. Mais la Lune est suffisamment lourde pour ralentir la rotation de notre planète grâce à la gravité. La Terre ne ressemble pas encore à un endroit hospitalier. Les forces gravitationnelles de la Lune pénètrent profondément dans la Terre et provoquent davantage d'activité volcanique. De plus, des météorites tombent constamment, provoquant de fréquentes explosions à sa surface. Le gaz qui sort des volcans forme notre atmosphère. La glace qui a été apportée sur notre planète par les météorites s'évapore. La vapeur s'élève et se transforme en pluie. Cette eau de pluie tombe à la surface, refroidissant la lave chaude et formant les premiers lacs et rivières. Pendant encore plusieurs centaines de millions d'années, la Terre ressemble à la surface de Vénus, c'est-à-dire un endroit sans vie avec un tas de volcans, des pluies acides et pas d'oxygène à respirer. Le Soleil n'était pas aussi brillant qu'aujourd'hui. De plus, ses rayons pouvaient à peine traverser les tonnes de poussière volcanique présentes dans l'atmosphère. Mais il y a environ 3,7 milliards d'années, la première vie apparaît ici sous la forme d'organismes unicellulaires qui n'avaient pas besoin d'oxygène. Ils sont apparus dans les parties chaudes et peu profondes de l'océan près du rivage. Ces bactéries ont régné sur la Terre pendant près de 2 milliards d'années, tout au long de l'éon archéen. Elles ont laissé des stromatolites. Ce sont des piliers de terre au fond des eaux chaudes peu profondes. Ils sont le produit d'organismes simples et de bactéries. Ces bactéries ont évolué, jusqu'à ce qu'elles apprennent la photosynthèse. Les bactéries ont commencé à produire de l'oxygène en absorbant l'énergie de la lumière du soleil. Au début, cet oxygène était utilisé pour oxyder les roches. Mais ensuite, l'excès d'oxygène a commencé à remplir l'atmosphère. De plus, à cette époque, les premières algues sont apparues, qui produisaient également de l'oxygène. Cet événement est appelé l'événement de grande oxydation. Et il a provoqué la disparition de presque tous les organismes vivants de la surface de la Terre. Pour les organismes simples, l'oxygène était toxique, et les restes de bactéries et de micro-organismes ont coulé au fond de l'océan. Plusieurs millions d'années plus tard, ces restes seront recyclés, et sous l'énorme pression de l'eau et de la croûte terrestre, ils se transformeront en pétrole. L'éon archéen s'est terminé par cette catastrophe il y a environ 2,5 milliards d'années. Au même moment, des continents se formaient sur Terre, qui allaient plus tard dériver dans les océans du monde, comme des puzzles, et former un supercontinent. Mais pour l'instant, le méthane et le dioxyde de carbone constituent toujours la majeure partie de l'atmosphère. Ils provoquent un effet de serre et l'augmentation des températures sur Terre. Mais l'apparition de l'oxygène stoppe l'effet de serre, et la température sur notre planète baisse. Une période glaciaire, appelée glaciation huronienne, qui a duré de 2,4 à 2,1 milliards d'années, commence. Les scientifiques supposent que notre planète était presque entièrement recouverte de glace à cette époque, même à l'équateur. C'est un changement colossal quand on sait qu'il y a 2 milliards d'années, notre planète ressemblait à une boule de lave. Pendant la glaciation huronienne,
La Terre ressemble plus à Europe, le satellite naturel de Jupiter. Là aussi, il y a une épaisse croûte de glace, sous laquelle se trouve un océan liquide chauffé par le noyau. L'évolution du Soleil a sauvé notre planète. Depuis sa naissance, il y a 4,5 milliards d'années, il n'a cessé de grossir et de se réchauffer. Ainsi, après 300 millions d'années d'une période glaciaire, la Terre commence à se réchauffer à nouveau. Mais presque toute la vie qui s'y trouvait a été anéantie, et l'évolution doit recommencer à zéro. Il y a environ 1 milliard d'années, tous les continents de notre planète ont été rassemblés en un supercontinent hypothétique, Rodinia. Et tous les océans ont formé un immense océan, Mirovia. Il y a 750 millions d'années, ce continent s'est brisé, et d'énormes morceaux de terre ont commencé à dériver sur la planète. Des plantes complexes et des micro-organismes multicellulaires sont apparus juste à ce moment-là. Les algues, les éponges et les champignons n'étaient pas les seuls habitants de l'océan. Voici les Spriggina. Ce sont des sortes de vers de la taille d'un doigt humain. Nous avons trouvé des restes de ces animaux qui ont au moins 550 millions d'années. Il y a 541 millions d'années, l'éon phanérozoïque a commencé. L'événement principal de cette époque est l'explosion cambrienne. La vie a commencé à s'épanouir sur Terre, et une grande variété d'organismes vivants est apparue. Des mollusques et des échinodermes, comme les étoiles de mer et les oursins, sont apparus. Les organismes vivants ont évolué, possédant non seulement un squelette interne, mais aussi externe, comme les trilobites. Certaines de ces créatures pouvaient atteindre près d'1 mètre de long. Leur coquille protectrice suggère qu'il y avait des prédateurs dans les océans. Une chaîne alimentaire a commencé à se former à cette époque. Au même moment, les continents à la dérive ont fusionné à nouveau. Ce supercontinent a une forme différente et s'appelle Pannotia. Plus tard, ces continents ont à nouveau dérivé et ont commencé à se heurter les uns aux autres. Cela a conduit à la formation de chaînes de montagnes. Puis les continents se sont rencontrés pour la dernière fois et ont formé le supercontinent géant appelé Pangée, il y a environ 335 millions d'années. Ici, nous pouvons déjà voir les contours des continents modernes, à savoir l'Afrique, l'Amérique du Nord et du Sud, l'Australie et l'Eurasie. L'une des plus grandes créatures marines qui ait jamais existé, le Dunkleosteus, est apparue. Certains spécimens pouvaient être aussi longs qu'un bus scolaire et peser autant qu'un gros 4x4. La Terre avait un climat chaud et humide. Cela a encouragé les fougères et d'autres plantes à pousser plus vite. Certaines d'entre elles pouvaient atteindre la hauteur d'un immeuble de 3 étages. Et pour la première fois dans l'histoire de la Terre, certains animaux quittent l'océan et vont sur les terres, comme Elginerpeton et Ichthyostega. Au début, ils ne vivent que sur la côte, car leur peau n'est pas adaptée à la lumière constante du soleil. De plus, ils ont des problèmes respiratoires. Les premiers animaux terrestres avaient à la fois des branchies et des poumons, mais leurs poumons étaient sous-développés, si bien qu'ils devaient fréquemment retourner dans l'eau. Des millions d'années plus tard, ces animaux ont évolué vers des amphibiens plus avancés. Bien qu'ils ne soient pas plus grands que les lézards ordinaires, ils pouvaient déjà vivre pleinement sur Terre. Mais cet épanouissement de la vie a pris fin avec une nouvelle ère glaciaire. Les glaciers des pôles ont lentement dérivé vers l'équateur. Les animaux n'étaient pas préparés à cela, et la plupart d'entre eux n'ont pas survécu à cet événement d'extinction. Mais il y a 290 millions d'années, l'évolution a repris le dessus, et des animaux terrestres plus évolués ont commencé à apparaître. Petit à petit, ils ont augmenté en taille, se sont multipliés, et ont donné naissance à de nouvelles espèces, comme le Scutosaurus et le Gorgonopsia. Mais cette période n'a pas duré longtemps non plus. Seulement 40 millions d'années plus tard, à la suite d'événements inconnus, 95% de tous les organismes vivants sur Terre ont cessé d'exister. Cela a pu être causé par une météorite géante ou par une activité volcanique accrue. Une autre hypothèse dit que cela aurait pu être dû à la libération de méthane du fond de l'océan. L'ère mésozoïque a commencé après cette extinction. C'est là que les dinosaures tels que nous les connaissons sont apparus et ont commencé à écrire une nouvelle page de l'histoire de la Terre. La Terre gagne 40 000 tonnes de masse chaque année. De plus en plus de gens qui naissent, de nouveaux bâtiments et structures qui sont construits, on pourrait penser que cela ajoute de la masse, mais non, puisque tout ça est créé à partir de matière qui existe déjà sur la Terre. Il s'agit en fait de poussière tombant de l'espace sur notre planète. Cette poussière est constituée de résidus provenant de notre système solaire, comme des corps spatiaux qui n'ont jamais réussi à se former en planète, ou des astéroïdes et des météores qui se sont désagrégés en chemin et qui dérivent depuis. Notre planète est là comme un aspirateur géant qui attire toutes ces particules de poussière du fait de la gravité. Donc oui, la Terre prend du poids, mais certains calculs affirment aussi que la planète entière, y compris l'atmosphère et les océans, perd environ 50 000 tonnes de masse chaque année.
Des gaz comme l'hydrogène et l'hélium se trouvent dans l'atmosphère de notre planète, mais ils sont si légers que la gravité ne peut pas les y retenir. Ainsi, d'énormes quantités de ces gaz s'échappent de notre planète chaque année, à raison de 3 kg d'hydrogène chaque seconde. Cela semble beaucoup, mais la Terre est vraiment lourde, donc il faudrait des milliards d'années pour que tout l'hydrogène s'échappe de notre atmosphère. De plus, le noyau de la planète est comme une sorte de gros réacteur nucléaire. Il fonctionne en permanence, donc il perd progressivement de l'énergie, ce qui signifie qu'il perd aussi de la masse. Notre planète n'est pas une sphère de forme parfaite, mais plutôt une sphère aplatie. Lorsqu'elle tourne, la gravité est dirigée vers le centre de la Terre, tandis qu'une force centrifuge est dirigée vers l'extérieur. La Terre a un axe incliné, donc la force centrifuge ne s'oppose pas exactement à la gravité. De plus, la gravité pousse ces masses supplémentaires de terre et d'eau à l'équateur en formant un renflement. La Terre a aussi un tour de taille de 40 000 km. Tu pèses davantage au pôle qu'à l'équateur, mais pour perdre du poids, la meilleure option serait Pluton. Une personne de 68 kg y pèserait environ 5 kg. Évite Jupiter, la même personne y pèserait plus de 160 kg. Notre planète est verte et bleue aujourd'hui, mais il y a de fortes chances qu'elle ait été violette autrefois. Les scientifiques pensent que les anciens microbes auraient pu utiliser une autre molécule pour exploiter la lumière du soleil, à la place de la chlorophylle qui donne aux plantes leur couleur verte. Cette molécule a peut-être coloré les organismes vivants dans une teinte plus violette. La Terre est électrique. Un seul coup de foudre peut chauffer l'air à plus de 27 750 degrés Celsius, ce qui provoque une expansion rapide de l'air. Cet air en expansion produit une onde de choc que nous connaissons sous le nom de tonnerre. 6000 éclairs se produisent sur toute la planète chaque minute, et le plus long s'est produit dans le ciel du Brésil avec une longueur de 700 km. Des études plus récentes ont révélé que le noyau de la Terre est aussi chaud que la surface du Soleil, soit plus de 5200 degrés Celsius. L'endroit le plus sec du monde est le désert d'Atacama, à cheval entre le Pérou et le Chili. Le cœur de ce désert abrite des endroits où aucune goutte de pluie n'a jamais été enregistrée. L'endroit le plus froid du monde est naturellement l'Antarctique, où les températures hivernales peuvent descendre jusqu'à -73 degrés Celsius. C'est aussi le plus grand désert que nous ayons sur Terre. On imagine souvent les déserts comme des zones infinies, sablonneuses et incroyablement chaudes, mais il existe aussi des déserts côtiers, subtropicaux et polaires. Ils sont tous caractérisés par des terres arides et balayées par le vent, ce qui les rend très difficiles à peupler pour les animaux et les plantes. L'océan Pacifique est le plus grand bassin océanique de la Terre. Il couvre une énorme superficie de près de 207 millions de kilomètres carrés. Le Pacifique contient plus de la moitié de l'eau de notre planète et il est si grand que tous les continents pourraient y tenir. La Terre avait autrefois 2 lunes, ou du moins c'est ce que croient les scientifiques. La deuxième était presque 3 fois plus petite que celle que nous avons aujourd'hui et a peut-être tourné autour de notre planète avant de s'écraser sur la plus grosse. Cette collision pourrait expliquer pourquoi les deux côtés de la Lune qui a survécu ne sont pas identiques, et pourquoi il y a encore des tremblements de Lune. De notre point de vue, elle semble plutôt inactive, mais le sol y tremble absolument, bien que dans une moindre mesure que sur Terre. Les tremblements de Lune se produisent à de grandes profondeurs, surtout à mi-chemin entre le centre lunaire et sa surface. Pour découvrir la plus longue chaîne de montagnes au monde, il faut regarder très bas, sous la surface de l'océan Atlantique. C'est une chaîne de volcans qui s'élève à environ 5500 mètres au-dessus du fond et s'étend sur plus de 65 000 km. Nous avons une planète magnifique, âgée de plus de 4,5 milliards d'années, ce qui signifie qu'elle est 10 000 fois plus vieille que les humains. Mais elle n'est plus tout à fait la même qu'à son origine. Le sol sur lequel nous marchons a été recyclé. La Terre a en effet son propre cycle. Le magma des profondeurs remonte et se durcit pour former la matière rocheuse. Les mouvements tectoniques apportent la roche à la surface où l'érosion se produit. C'est un processus durant lequel le vent, l'eau ou une autre force naturelle brise la roche et la modifie. Ces petits morceaux sont enfouis, amassés et compactés pour former des roches sédimentaires comme le grès. Si ces roches sont enterrées assez profondément, elles sont cuites et transformées en magma et tout le cycle se répète à nouveau. Nous nous sommes habitués à voir de la lave et des cendres sortir des volcans, mais certains d'entre eux produisent même leurs propres éclairs. En 2020, le volcan Taal, qui se trouve à environ 65 km de la capitale des Philippines, Manille, a commencé à projeter de la fumée et des cendres très haut dans les airs. À l'intérieur de sa colonne de cendres, de petits morceaux se sont entrechoqués et ont ensuite produit des éclairs que les gens ont pu voir se répandre dans le ciel.
Les lacs peuvent aussi devenir fous et exploser. Nyos, Monoun et Kivu sont 3 lacs qui se trouvent au-dessus de volcans. Comme il y a du magma sous leur surface, du dioxyde de carbone est libéré dans les lacs, ce qui crée une profonde couche de gaz au-dessus du lit du lac. C'est assez rare, mais le dioxyde de carbone peut soudainement faire éruption dans le lac et former un nuage de gaz désagréable, semblable à celui produit par un volcan. 70% de la surface de notre planète est recouverte d'océans, mais nous n'en avons exploré que 5%. Et il y a environ 300 millions d'années, nous n'avions qu'un seul supercontinent massif appelé Pangée, avec un seul océan énorme, Pantalassa. Étonnamment, les récifs coralliens sont les plus grandes structures vivantes. Ils sont composés de petits polypes coralliens, mais ensemble, ils forment une véritable communauté d'organismes et une partie très importante de l'écosystème de la Terre. Certaines structures coralliennes peuvent même être vues depuis l'espace. La surface de la Terre n'est pas formée de façon tout à fait homogène, ce qui signifie que sa masse est aussi inégalement répartie. Ainsi, le niveau de gravité n'est pas le même à tous les endroits de la Terre. Il y a une mystérieuse anomalie dans la baie d'Hudson, au Canada. La gravité y est plus faible que dans les autres régions environnantes, et les scientifiques pensent que c'est à cause de la fonte des glaciers. Pendant la dernière période glaciaire, cette région était couverte de glace, qui a désormais fondu depuis longtemps. Mais la planète ne s'est pas complètement remise de son fardeau glacé. Sur une zone donnée, la gravité est proportionnelle à sa masse. Or, le glacier a laissé une empreinte qui a repoussé une partie de la masse de la planète, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles la gravité est plus faible dans cette zone. Certains microbes deviennent plus méchants dans l'espace, en l'absence de gravité. Des études ont montré que certaines bactéries, comme la salmonelle, peuvent faire de plus gros dégâts dans l'espace car il y a quelque chose dans le manque de gravité qui les rend plus résistantes et modifie leur activité. Les vrais films d'horreur dans l'espace devraient donc être basés non pas sur des extraterrestres, mais sur nos bestioles terrestres qui deviennent plus dangereuses sans gravité. Les jours sur Terre s'allongent lentement. Lorsque la planète s'est formée, les jours duraient environ 6 heures, mais ils se sont progressivement allongés. Il y a 620 millions d'années, une journée durait 22 heures. Aujourd'hui, elle dure 24 heures, mais ce chiffre augmente d'environ 1,7 millisecondes par siècle. Cela se produit à cause de la Lune. Elle ralentit la rotation de notre planète à cause des marées qu'elle contribue à créer. Lorsque la Terre tourne, les bourrelets océaniques de marée sont tirés un peu en avant de l'axe Terre-Lune. Cela crée une sorte de force qui ralentit la rotation de notre planète, si bien que nos journées s'allongent, mais tellement lentement que nous devons encore nous en tenir à notre journée de 24 heures pendant très longtemps. Le noyau de la Terre semble certainement très éloigné de nous, mais la distance n'est pas si grande que ça, 3000 km, soit moins que la longueur de la route 66 aux États-Unis. Le plus fort tremblement de terre jamais enregistré s'est produit au Chili avec une magnitude de 9,5. Si un tremblement de terre atteignait un jour une magnitude de 12, il pourrait scinder notre planète en deux. De plus, un tremblement de terre peut se produire à plus de 650 km sous la surface. C'est pourquoi les gens de l'autre côté de la planète peuvent littéralement le sentir. Notre planète compte environ 100 millions de fois plus de virus qu'il n'y a d'étoiles dans l'univers. Les nuages ne sont pas seulement ces choses duveteuses dont nous aimons parfois observer les formes. Ils aident en fait à réguler la température de la Terre. Si nous pouvions extraire toutes les gouttelettes d'eau des nuages et les poser sur la surface, cela couvrirait la planète d'un film liquide aussi épais qu'un cheveu humain. Et pourtant, une si petite quantité d'eau apporte suffisamment de différence en termes de climat. Notre planète serait plus chaude de 1,5 degré Celsius s'il n'y avait pas de nuages. Tu as décollé de la Terre et garé ton vaisseau spatial quelque part près de la Lune. Tu es maintenant à près de 380 000 km de ta planète natale. Cela représente presque 100 fois la largeur des États-Unis. Maintenant, tu sors un marteau géant et un énorme burin en utilisant les bras robotiques de ton vaisseau spatial. Tu places le burin au pôle nord de la Terre et tu frappes sa tête avec le marteau. La Terre s'ouvre comme une coquille d'œuf et tu vois une autre planète. C'est Theia. Elle se cache à l'intérieur de notre planète comme le jaune dans un œuf. Il faudrait remonter le temps de 4,5 milliards d'années pour découvrir comment elle est arrivée là. Cette magnifique nébuleuse deviendra bientôt notre système solaire. La poussière colorée et les divers débris spatiaux se rapprochent lentement du centre. Bientôt, ce puzzle de débris deviendra trop lourd et trop dense. La température à l'intérieur de la géante augmente à tel point qu'elle déclenchera une réaction nucléaire en chaîne. Une seconde plus tard et boum! Une explosion si puissante que les ondes de choc voyagent loin dans l'espace.
Et le flash aveuglant de cette explosion peut être vu de l'autre côté de la Voie lactée. Lorsque la poussière se dissipe un peu, tu peux voir qu'une lumière vive brille encore au centre même de l'explosion. Cette nouvelle étoile est le Soleil. Elle pèse autant que 333 000 terres. Si le Soleil était un seau, il faudrait 1,3 million de planètes de la taille de la Terre pour le remplir. Tu t'intéresses à un petit objet là-bas, à 150 millions de kilomètres du Soleil. Cet amas de roches et de lave chaude, c'est la Terre. En ce moment, la planète est occupée à former son noyau, tandis que les océans de lave se refroidissent progressivement. Mais quelques dizaines de millions d'années après la naissance du Soleil, tu remarques un objet étrange qui se dirige vers la Terre. C'est Theia. Cette petite planète est née à peu près en même temps que la Terre. Et maintenant, elle suit une folle trajectoire en spirale à une vitesse énorme. Les scientifiques pensent que Theia était une sorte de boule avec laquelle Jupiter et Vénus jouaient. Vénus tirait Theia dans une direction, puis sa grande sœur Jupiter la tirait en arrière. Mais le Soleil représente 99,8% de la masse de tout le système solaire. C'est pourquoi l'étoile fixe ses propres règles. Elle fait en sorte que Theia se déplace sur une orbite presque identique à celle de la Terre. Elles se rapprochent donc inévitablement l'une de l'autre jusqu'à devenir voisines. Theia a la taille de Mars et est aussi large que l'océan Atlantique de New York au Portugal. La collision ne peut pas être évitée. Theia se dirige vers la Terre à près de 14 500 km/h, soit 11 fois plus vite que la vitesse du son. Si la plus petite planète s'écrase sur la Terre avec un angle particulier, la Terre sera très probablement anéantie, ainsi que Theia elle-même. La collision provoquera une énorme explosion visible sur d'autres planètes, même en plein jour. Il ne restera rien d'autre que de la poussière et des débris brûlants. Et même si Theia ne touche que légèrement la Terre, elle détruira un morceau de notre planète de la taille de l'Australie. Mais la collision avec Theia se produit à un angle parfait de 45 degrés. Elle percute la Terre à une vitesse phénoménale. L'explosion vaporise littéralement d'énormes quantités de roches et l'onde de choc envoie les débris restants dans l'orbite de la Terre. Un énorme cratère se forme sur le lieu de l'impact. Il se remplit bientôt de lave bouillante. Les restes de Theia et les fragments éjectés de la Terre commencent à graviter autour de notre planète. Selon une certaine théorie, ces fragments forment deux lunes. Au début, elles voyagent ensemble, mais un jour, elles se rapprochent trop l'une de l'autre et entrent en collision, formant un seul grand corps spatial. L'autre théorie affirme que tous les fragments commencent à être tirés par les restes de Theia. Un peu plus tard, ils formeront la Lune telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais à ce moment-là, ce n'est encore que de la roche rougeoyante et de la lave. La collision à cet angle incline légèrement notre planète et accélère sa rotation. C'est à cause de Theia que nous avons des saisons et 24 heures dans une journée. La Terre a des plaques lithosphériques, d'énormes pièces solides qui constituent la croûte de notre planète. Après la collision avec Theia, elle commence à se fissurer et à se briser. Cela conduit le carbone, un composant primaire de toute vie connue sur Terre, à se déplacer sur toute notre planète. La Terre développe donc une sorte de métabolisme. Après quelques centaines de millions d'années, les premières créatures vivantes commencent à apparaître sur notre planète. Pendant près de 4 milliards d'années, de simples organismes unicellulaires ont évolué vers la vie que l'on connaît aujourd'hui. Selon les scientifiques, une telle collision est un événement très rare. La probabilité qu'il y ait quelque part une planète comme la nôtre qui ait survécu à la même catastrophe est extrêmement faible. C'est peut-être la raison pour laquelle nous n'avons pas encore trouvé de traces d'autres civilisations dans l'espace. Pendant ce temps, les restes de Theia sont toujours là, sur Terre. Bien sûr, elle ne ressemble pas à une planète entière coincée dans la nôtre. La plupart des fragments se sont fondus dans la croûte terrestre. Si tu enlèves la couche supérieure de notre planète, tu verras deux énormes boules de lave de la taille de continents entiers. Elles se trouvent juste en dessous de l'Afrique et de l'océan Pacifique. On peut supposer que ce sont les restes de Theia. Ils ne se sont pas mélangés au manteau terrestre à cause de leur densité différente. C'est un peu comme mélanger de l'eau et de l'huile dans un verre. L'huile flottera toujours au-dessus de l'eau et créera une couche uniforme. Mais si tu faisais remonter ces plaques de lave à la surface, elles seraient 100 fois plus hautes que le mont Everest. D'autres restes de Theia pourraient se trouver sur la Lune. Les missions spatiales Apollo ont rapporté de nombreux échantillons de sol pour les analyser. Les scientifiques ont conclu que la structure de la Lune est très similaire à celle de la Terre. On pourrait forer en profondeur et y prélever des échantillons. Puis on analyserait les blobs depuis la Terre.
Si leur structure correspondait, ce serait une preuve totalement fiable que Theia a bien frappé la Terre il y a 4 milliards et demi d'années, et que la Lune est née ainsi. Mais pour l'instant, Theia reste quelque peu mystérieuse. Les scientifiques ne sont pas encore sûrs que la planète a réellement existé. Cette idée correspond parfaitement au modèle de création de la Lune, mais en réalité, cette incroyable collision pourrait ne jamais avoir eu lieu. Maintenant, tu voyages à 41 années-lumière de la Terre jusqu'à la planète 55 Cancri E. Elle fait environ 2 fois la taille de la Terre et est 8 fois plus lourde. Tu sors à nouveau ton marteau géant et tu l'utilises pour frapper le burin. La planète se fissure. Et tu vois que c'est un diamant géant. La température de cette planète est des dizaines de fois plus élevée que celle de la Terre. Et son sol est riche en carbone. La chaleur exerce une forte pression sur ce carbone et lui fait changer de structure. D'abord, il se transforme en graphite, puis avec encore un peu de pression, le graphite se transforme en diamant. Sur Terre, les diamants se forment à des profondeurs supérieures à 100 km, où la pression est 50 000 fois supérieure à celle de la surface. Les températures y dépassent les 500 degrés, ce qui est aussi chaud que le feu. Les diamants sont éjectés plus près de la surface lors d'éruptions volcaniques. Pourtant, les gens doivent creuser des mines à 500 mètres de profondeur pour trouver ces magnifiques pierres précieuses. Le diamant du Jubilé d'or est le plus gros diamant taillé et facetté sur Terre. Il pèse autant qu'une tablette de chocolat et a la taille d'un hamster. Son prix est d'environ 12 millions de dollars. Imagine maintenant un diamant de la taille d'une planète entière. Tu décides de retourner dans le système solaire. Ta destination est Europa, la lune de Jupiter. Elle est aussi large que la distance entre Seattle et Houston, et sa masse est inférieure à 1% de la masse de la Terre. Sa surface est entourée d'une croûte glacée d'environ 30 km d'épaisseur. Mais que se passe-t-il si tu fends cette croûte avec ton marteau géant? En réalité, Europa est entièrement recouverte d'eau. Il fait très froid ici, 3 fois plus froid qu'au pôle Nord sur Terre. L'eau se transforme en glace presque instantanément. Mais l'océan sous la surface est toujours liquide. Europa interagit avec Jupiter par gravitation, tout comme la Lune avec la Terre. Cela crée des forces de marée et chauffe le noyau d'Europa. Le noyau fait fondre la glace qui l'entoure. Le résultat est un énorme océan, 2 à 3 fois plus grand que tous les océans de la Terre réunis. Les scientifiques pensent que l'eau est la base de la vie. Cela signifie que la vie pourrait exister sur Europa. Il pourrait y avoir des sources thermales, tout comme au fond de nos océans. L'eau y est probablement beaucoup plus chaude. Et même si la pression et la température dans de tels endroits sont probablement extrêmes, de simples bactéries pourraient y vivre. Europa a presque le même âge que la Terre. Cela signifie qu'il s'est écoulé suffisamment de temps pour que des organismes vivants apparaissent et évoluent. Qui sait, peut-être qu'une civilisation avancée est déjà en train de fleurir sous cette croûte de glace. Ils sont peut-être en train de construire de grandes villes et de rêver de conquérir l'espace en ce moment même. Mais la seule chose que l'on peut faire pour le moment est d'envoyer une sonde sur Europa et de découvrir si la vie est possible.